Hello à tous, c'est Aurélie Preston. Aujourd'hui, je vous présente bien sûr mon ouvrage Brisé et je vous parle de tous mes projets qui arrivent musicaux. Brisé pour moi, c'était un petit peu justement commencer par le commencement, c'est-à-dire vraiment raconter qui je suis. Parce que c'est vrai qu'après la télé-réalité, justement, en ayant été surexposée, en ayant été limite un peu violée dans mon intimité au quotidien sur les différents épisodes et comme on a vu le lynchage, etc. que j'ai pu subir, j'ai dénoncé ça dans Brisé, donc dans mon ouvrage. C'était important pour moi de le faire parce que participer à une émission de télé et vivre ça si ça n'a pas de but, donc aujourd'hui le harcèlement, dénoncer des choses fortes à travers l'ouvrage, c'était pas intéressant pour moi. Et c'est vrai qu'on me dit tout le temps, oui mais t'as quand même fait de la télé Aurélie, je t'en ai servi de ce système-là, mais non en fait, parce que moi je l'ai fait pour à la base vivre de ce que j'aime en fait et pouvoir justement saisir une opportunité comme une autre professionnelle. Et je m'attendais pas du tout à vivre quelque chose comme ça. Les Marseillais, c'était pour moi quelque chose de nouveau. Donc déjà, j'avais pas d'argent, je venais de me séparer de mon copain. Et je m'étais dit, c'est une façon en fait pour moi de pouvoir me réinsérer dans la vie professionnelle, puisque je m'occupais de sa maman qui avait 2 AVC, donc qui était paralysée. Quand je me séparais de lui, j'avais plus de travail. Et je me suis dit, ça me permet de faire de la musique, c'est génial. Ça s'était bien passé, oui et non, parce que moi je connaissais pas le système en fait. Je connaissais pas le fait qu'il y avait les anciens, qu'en tant que nouveau tu devais te rabaisser pour faire exister les anciens, etc. Et pour moi en fait on est tous humains, donc pour moi on était tous sur la même échelle et c'était différent. Mais c'est vrai que quand je suis passée aux Anges, je m'attendais vraiment à une énorme carrière. Il m'avait proposé justement de faire derrière une tournée incroyable avec un tourbus. Il m'avait dit que je serais la nouvelle Lady Gaga. Enfin, il m'avait promis monts et merveilles. Et en plus, il y avait eu Maud à l'époque qui avait eu un Energy Music Awards. Donc j'étais partie dans une optique professionnelle. Vraiment, j'ai jamais voulu faire de télé-réalité en fait, pour être honnête. Depuis que j'ai 16 ans, on me propose de faire Secret Story, on me propose de faire énormément de choses. J'avais toujours refusé, d'ailleurs mamie aussi. Désolée mamie, j'ai cédé au bout de 6 ans. Mais c'est vrai que pour moi, c'était une opportunité en fait. Et je pensais que ça allait être vraiment beaucoup plus cool. Je pensais que même dans le tournage, en fait, en tant que participant, ça allait être du divertissement. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de grosse infrastructure énorme où voilà, il faut faire le buzz plus que d'autres candidats, où la prod en fait te manipule. Enfin, je m'attendais vraiment à autre chose. Je pense sincèrement en France en tout cas que si je n'avais pas fait de télé-réalité, aujourd'hui je serais vraiment reconnue dans la musique. Alors que si on était à l'international, je veux dire quand on voit par exemple Carrie Rush qui était la compagne de Chris Brown, qui était une star de télé aux États-Unis, elle cartonne, Kim Kardashian, même Donald Trump, enfin je veux dire ça n'a jamais été un problème, mais c'est vrai qu'en France, on a tellement vulgarisé, diabolisé les candidats de télé-réalité, alors que quand même, parce que je tiens à le dire et peu de gens le savent, et je l'ai appris dernièrement sur une étude, la télé-réalité Love Story, la première édition, faisait partie des 10 meilleurs films dans les cahiers du cinéma en 2001. C'était considéré comme une œuvre d'art. Et en fait, c'est dommage en fait, d'avoir justement tellement vulgarisé ça qu'au final, aujourd'hui, ça a perdu tout sens. Et on le voit bien, et à force de vouloir repousser les limites du buzz, de l'être humain, etc., et d'oublier les cadres, et aujourd'hui, ça s'est effondré. Et justement, en mettant autant en avant le sadisme, le voyeurisme, l'éloge du quotidien, enfin tout ce que ça met en place psychologiquement pour les jeunes générations, je comprends qu'aujourd'hui, ça ne soit plus diffusé, Les Anges, par exemple. Je faisais déjà beaucoup de photos sur book.fr, d'ailleurs j'étais sur casting.fr, voilà, je tiens à le dire. Et en vérité, moi j'étais danseuse. Donc en fait à 16 ans j'ai fait l'Académie internationale de danse de Paris et les cours Florent, j'ai fait l'école Atlas d'ailleurs aussi. Et donc j'étais déjà très visible sur les réseaux sociaux. À l'époque j'avais que Facebook. Mais j'avais déjà une page fan à 30 000 personnes et je faisais déjà de la musique. Notamment j'avais un titre qui s'appelait Cry qui avait fait déjà 50 000 vues. Et je l'avais enregistré avec Chris Birkett qui faisait tous les albums d'Ariel Dombal, etc. Et donc il m'avait repéré depuis un moment. Comme je disais, ouais, depuis que j'avais 16 ans, on me proposait de faire Secret Story, etc. Et à l'époque des Marseillais, quand j'ai accepté, j'avais arrêté le milieu de la nuit pour justement mon conjoint. Et
j'avais quand même eu toujours cette image de la gogo danseuse stripteaseuse la plus connue de France. Hein. Je bossais aux États-Unis, je bossais à Londres, partout. Donc j'étais le profil idéal pour eux, quoi. Parce que je représentais aussi bien le milieu de la nuit pour les danses en club que la musique, etc. Ils m'ont harcelé pendant 3 ans, les Marseillais. Et en fait, ce jour-là, ils sont venus à Montpellier, ils m'ont dit on est à Montpellier, ça se passe très mal avec mon copain. Et un jour, ils faisaient la sieste. Et j'ai fait le mur pendant qu'ils faisaient la sieste et je suis partie les rencontrer. Et je suis partie 3 jours après faire les Marseillais. Alors je dirais aujourd'hui que si on doit faire de la télé-réalité ou un télécrochet, je pense qu'il faut partir sur une émission où il y a tout le système de récompense. Parce qu'en fait déjà c'est beaucoup plus suivi en termes d'audience parce que les gens ils ont envie de voir est-ce que la personne va gagner, est-ce que cette personne-là sera éliminée ou pas, ou voilà, donc déjà ça. Et je pense qu'il faut avoir quand même un projet derrière. C'est-à-dire que quitte à avoir une visibilité comme ça, essayer d'être cohérent derrière, ne pas céder forcément à l'argent facile d'entrée de jeu sur des placements de produits qui servent à rien, rester cohérent en fait dans toute la stratégie et le voir sur plusieurs années. Ne pas faire juste ça que pour ça, parce qu'en vrai ça paye pas de dingue hein. Quand on regarde en termes de droit d'image, de tournage, etc. Enfin moi les Marseillais c'était un SMIC au final. Hein. Quand je suis sortie de la télé, j'ai tellement pris cher, j'ai tellement eu mal. Honnêtement, c'est pas une honte de le dire, je pense qu'il faut justement assumer tout dans la vie et c'est ça qui fait qu'on devient plus fort. J'étais à l'hôpital au mois d'octobre et quand je me suis réveillée à l'hôpital, justement j'avais eu plusieurs propositions, donc 5 propositions de livres. Il faut savoir que ça faisait déjà 3 ans que je bossais sur un livre, que j'avais commencé à écrire moi-même, parce que j'adore écrire, j'adore lire d'ailleurs. Et donc pour moi, ça a été ma thérapie. Il a été fait en 3 semaines. D'ailleurs, les 1000 premiers ouvrages, il y avait des fautes d'orthographe et tout, mais je trouve que c'est un côté justement très vrai, très réel. Et je me suis dit, ça fait 10 ans, Aurélie, que tu dis rien. Ça fait 10 ans qu'en fait, tu es juste sur les réseaux sociaux et que quelque part, tu n'oses plus mettre ta vie en avant, qui tu es, etc. Parce que tu as été surmédiatisée, surexposée dans ta vie privée, etc. Donc à part mettre, quand j'allais en studio d'enregistrement ou mon Starbucks le matin ou ma salle de sport, je ne postais plus rien. Et je me suis dit à un moment donné, il faut peut-être qu'en fait je livre qui je suis aux gens. Qu'est-ce qu'ils voient que je vis au quotidien, parce que mon quotidien il est juste, voilà, j'ai une maman malheureusement qui est alcoolique, elle est toxicomane, j'ai pas eu mon père, j'ai ma soeur qui est handicapée, j'aide ma famille financièrement, j'aide ma grand-mère. Et c'est important pour moi de montrer aux gens que c'est pas parce que sur Instagram en fait on fait comme si tout était beau, tout était rose que la vie elle est comme ça en fait, loin de là. Et en fait en me livrant aux gens, ils se sont aussi livrés à moi et ça a fédéré en fait une vague énorme d'amour, de soutien, même de motivation pour les gens qui en ont plus au quotidien. Et ça m'a vraiment touchée en fait. Voilà, c'était important pour moi. Et aujourd'hui, je pense que je suis vraiment très très proche de ma communauté. Je pense que j'ai une communauté exceptionnelle. Et c'est aussi toutes les personnes qui ont été justement à un moment donné victimes de harcèlement, victimes de quelque chose. On a tous été victimes dans notre vie de quelque chose. Et ces gens-là, ils ont parfois justement eu du mal à se livrer. Et je pense qu'aujourd'hui, les langues, elles se délient. Et en fait, on a la parole beaucoup plus facile. Et c'est important en fait de faire de la prévention, de la sensibilisation. Sur tout ça, il ne faut pas avoir honte de le dire en fait, parce qu'on est tous humains et on a tous nos failles, mais ce qui compte c'est justement derrière de se reconstruire et d'être encore plus fort. Bien, je dirais que je ne l'ai pas choisi forcément, c'est-à-dire que ça s'est fait comme ça. Ma grand-mère m'a acheté tout le temps les Disney quand j'étais petite. Et je commençais à chanter dans le salon. Après, j'ai grandi avec elle. Elle me mettait tout le temps Elvis Presley parce qu'elle faisait de la danse de salon. Elle me mettait du Etta James, elle me mettait du Edith Piaf, du Aznavour. Enfin, j'ai vraiment une très grosse culture musicale et j'ai beaucoup d'influences différentes. Et c'est la musique, ça m'a sauvé la vie. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de pleurer, j'allais chanter en fait. Voilà, c'était mon exutoire. C'est ça qui faisait que quand je souffrais vraiment ou que je me disais mon père il est où, pourquoi mon papa il m'a abandonné, etc. J'allais chanter. C'est ça qui me donnait un second souffle. Oui, en fait pendant le Covid j'ai enregistré plein de titres. Voilà, chez moi on a fait un truc avec des amis, on a composé 14 titres en 6 jours, enfin c'est dingue et je suis en train de les préparer, il y a plein de choses qui vont sortir, oui. Parce que d'ailleurs les gens les attendent, excusez-moi les amis, je suis désolée, ça fait 2 ans que je tease, mais
c'est important pour moi et de toute façon c'est ce qui me fait vivre en fait la musique. Voilà, c'est ma passion et je lâcherai jamais ça. Donc il y a plein de choses qui arrivent. De toute façon il y a tellement de choses qui se préparent, vous allez voir ça va être super sympa cette année. Eh bien je peux aussi bien aimer justement du Piaf, je peux aussi bien aimer du Aznavour, je peux aussi bien aimer du Amy Winehouse, du Elvis, je peux aimer du Kim Burrell. Enfin vraiment j'adore le gospel aussi, voilà, Donnie McClurkin, je trouve ça exceptionnel. Enfin j'ai vraiment, ça dépend en fait du mood et ce que je ressens sur l'instant T. C'est dingue mais en fait chez moi c'est très bizarre de la façon de composer, ça va toujours venir avec une image. Pourquoi pas, oui. J'avais déjà joué dans C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui de Rémi Gaillard. À l'époque, j'avais eu Franck Gastambide aussi qui m'avait fait faire le casting des Kaira 1. Enfin, j'avais fait plein de choses en cinéma et c'est vrai que ça me manque un peu. Ça serait sympa de reprendre, ouais. Je dirais déjà qu'il faut rester soi-même. Je dirais que j'ai vu beaucoup d'artistes se perdre en fait pour essayer justement de ressembler à une vague ou à une tendance actuelle et à essayer de faire un peu la soupe que tout le monde fait. Mais en vrai, il faut rester dans sa niche et peu importe si ça met 10 ans en fait. C'est au moment où justement tout le monde lâche que c'est à la personne d'avoir le second souffle et d'être préparé. Voilà, et de ne pas oublier qu'en fait, on est notre propre média aujourd'hui, c'est une chance. On n'a plus forcément besoin de passer par une maison de disques, une radio, etc. On peut très bien être juste en distribution, faire soi-même ses projets et respecter en fait qui on est aussi et ses influences, et c'est important pour moi. Et de aussi ne pas avoir peur d'affirmer des choses et d'être engagé sur des causes. Voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui disent oui, mais je veux pas être dans telle ou telle polémique ou autre. Mais c'est comme ça qu'on fédère les gens en fait, c'est en ayant des avis et en faisant bouger le monde quoi. Donc voilà, c'est les conseils que je donnerais et d'être vraiment, oui, vraiment présent sur les réseaux sociaux. Voilà. Présent mais savoir doser, c'est-à-dire que soit on fait à la Jul, c'est-à-dire qu'on est omniprésent tout le temps, soit on prépare des choses plus qualitatives un peu à la PNL ou à la Mylène, etc. Et justement, on sort quelques gros clips à l'année et en attendant, on fait vivre d'une autre façon, etc. Mais voilà, il faut que ça nous corresponde en fait, il faut être authentique, il faut être soi-même.